scientists. Hello. Do you have a question about science? Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, trop long, trop gros et pourquoi pas quand la danse joue les différences. Les 80s recréés aujourd'hui en VHS par quelqu'un qui ne les a jamais vécus. VHS. Et enfin, on fait entrer le monde entier dans le shaker japonais de Wakwa Kingdom. En 2015, avec ce solo, le Belge Alexander Van Toornout tord le cou à la danse et ses corps parfaits. Doté d'une anatomie atypique, il exacerbe ses particularités physiques pour créer son propre langage chorégraphique. Une reproche qu'ils m'ont dit dans toute ma jeunesse que j'ai un très long cou en fait. Du coup, ils me disaient long cou, long neck. Et du coup, j'ai essayé de morpher mon corps dans ce sens un peu dysfonctionnel. Donc, je fais des stretching qui sont pour la nuque, pour accentuer et pour prolonger. J'ai par exemple l'avant-bras qui est hyper plus grande que le biceps. Pour cacher par exemple ma jambe, elle se cache bien derrière l'avant-bras. Donc je voulais bouleverser le spectateur en faisant des choses bizarres et singulières que moi je peux faire et personne d'autre. En chaussant ses danseurs comme des alpinistes, Alexander enfonce le clou d'une danse qui cultive sa différence en se jouant des contraintes. Né en 89, Alexander grandit à Roelers, en région flamande. Fils d'un artiste peintre et d'une décoratrice, il passe par la gymnastique et le cirque avant d'intégrer à la vingtaine la prestigieuse école de la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaker. À 21 ans, je devais me regarder tous les jours 1h30 minimum dans le miroir. Et ça, c'est quelque chose très bouleversant pour un jeune, en tout cas pour moi. Et il me disait vraiment, dans la danse classique, il me disait « Alexander, il faut que tu mettes ton torse en avant, sinon la pirouette va jamais marcher. Et en plus, tu as un torse très très long. Donc il vaut mieux que tu es bien conscient de cela. » En 2019, inspiré par la musique du pianiste Nils Fram, composée avec un pouce cassé, Alexander choisit pour partenaire une boule de bowling convaincu que les limites, ça booste. Invité du festival Actoral à Marseille, le chorégraphe belge y présente sa dernière pièce, Through the Grapevine, en duo avec Axel Guérin. Entre deux confinements, les danseurs d'1m90 s'observent sous toutes les coutures, fascinés par leurs différences de proportions. Une dissymétrie qui leur permet de s'emboîter comme des Legos. All the times, knocking off the boxes while we polishing our rhymes. Yo, some guys should buckle up and approach with caution. We don't take it lightly who we pick for our supporting. We the type of she's who can follow and lead. We can build a business while we blowing off trees. Oh, the bee's knees, oh, the knees weak. Kill him with the dress. Now the damsel in distress was found. Queen, siren goes sound, silent and loud. Simon says, wow. Les danseurs, ils ne se battent pas contre l'un de l'autre. Donc, ils travaillent ensemble pour gagner quelque chose. En scène, nous ne voyons pas assez sur scène qu'on l'aide l'un de l'autre. Aider, comment être ensemble, comment aider l'autre, comment vivre l'un à côté de l'autre, comment devenir ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux bien représenter.
Interprète pour les plus grands chorégraphes contemporains, d'Angelin Prejlocage à Yann Fabre, Olivier Dubois envoie valser d'un coup de rein les idées préconçues sur la silhouette d'un danseur. En 2018, le Trublion s'inspire du karaoké et propose au public de tirer au sort les chorégraphies qui ont marqué sa carrière et qu'il doit rejouer. Oh, c'est pas possible. Ok, in the middle, somewhat elevated, William Forsythe. C'est pas un acte d'une grâce comme ça qui vous tomberait dessus en disant « tu seras annonceur », pas du tout. C'était juste le besoin d'essayer. Et donc, à partir de là, j'ai entamé une grande négociation avec mes parents pour ne pas continuer mes études et tenter d'être annonceur. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais pas simple avec des arguments clairs qui, évidemment, les peurs que portent les parents, j'imagine, sur mais ce n'est pas stable, comment tu vas s'en sortir, c'est difficile, mais aussi des faits. C'est une réalité. Tu n'as pas le corps pour, tu n'as pas la formation pour, et tu n'as pas 12 ans. Donc j'avais 23 ans. Fils d'architecte né en 72, Olivier Dubois grandit à Vichy. Interprète pendant 10 ans avant de devenir chorégraphe, il vit aujourd'hui entre l'Égypte et la France. En octobre dernier, alors qu'il fignole sa nouvelle pièce, créée en collaboration avec des danseurs et musiciens kérotes, il nous reçoit chez lui à Paris. Bah ça c'est la joufflue, mes amis la reconnaîtront. Alors là, vous voyez dans quel état il est, le pauvre arbre. Il est en train de mourir et j'ai tout essayé. J'y arriverai jamais, je pense que je détruis. Mais derrière, il y a un Ali, je l'appelle Ali, qui est pan blanc. C'est assez rare à trouver. Et je voulais un lion, mais c'est trop cher. À 34 ans, Olivier Dubois passe son diplôme de pole dance à Londres et s'offre dans la foulée son premier solo pour tout l'or du monde au Festival d'Avignon. Bien huilé, sa performance le propulse 6 ans plus tard sur la grande scène du festival, où il se lance dans une trilogie appelée « Études critiques pour un trompe-l'œil ». Avec une vingtaine de créations et sa propre compagnie fondée dès 2007, Olivier fait feu de tout bois. J'ai toujours été contraint à la métamorphose. J'étais toujours contraint à avoir un autre corps que le mien. J'ai toujours été à devoir être long, fin, grand, massif, pouvoir transformer. Et ça c'est aussi des capacités qu'on développe parce qu'on n'a pas ce corps-là. Et je sais que moi, j'ai pas de problème, aucun aujourd'hui. Je dirais, honnêtement, j'ai une chance folle. J'ai un corps incroyable, exceptionnel, de puissance, de relief, de souplesse, c'est incroyable. J'ai vraiment, pour le coup, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tous les danseurs. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, le danseur qui n'a jamais donné sa langue au chat roule une galoche de 30 minutes sur fond de Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Pourquoi aller rencontrer quelqu'un quand ce quelqu'un est déjà comme on le souhaite? Alors que quand il est différent, je suis obligé d'affirmer mon goût, mon dégoût, d'affirmer, de se laisser emporter par waouh, quelle incroyable personne au bout du compte, et pas quel incroyable danseur dont on se contrefout. Juillet 77, sur le mont Omine, non loin de Kyoto. The Play, le collectif d'artistes japonais, créé par Keiichi Ikemizu, érige une étrange structure au sommet de laquelle se dresse un paratonnerre appelé Doraishin.
Après 2 semaines d'attente, Keiichi et sa bande repartent bredouille, mais pas battus. Rendez-vous est pris l'année suivante pour dompter la colère du ciel. Les 2 ou 3 premières années, il y a eu beaucoup de coups de foudre. Mais aucun éclair n'est tombé sur notre tour. Entêté, The Play sacrifie 3 mois par an à la poursuite de l'éclair. En vain. On a continué 3, 4, puis 5 ans. Et là, on a compris que le thème de la performance dépassait notre idée originelle. Alors, on s'est fixé pour objectif de continuer encore 10 ans. C'est énormément d'énergie et de volonté. Avec Keiichi Ikemizu et sa troupe, l'art prend le large et fait l'école buissonnière. À l'étroit entre les 4 murs des musées, les pionniers du happening en plein air refusent de marcher dans les clous et préfèrent se balader avec des moutons de Kyoto à Osaka ou randonner face au vent durant 5 jours. Depuis 54 ans, The Play participe au mouvement anti-art qui rejette l'embourgeoisement de l'art. Ils n'ont d'ailleurs jamais vendu une seule œuvre. Le collectif pousse le musée dans les orties. Les joyeux nippons seraient même les premiers à utiliser le terme happening sur un flyer. Avec eux, l'art est dans le pré. À Paris, en novembre dernier, The Play est rattrapé par ce qu'il fuit. La galerie salle principale lui rend hommage avec cette première rétrospective. Une fois de plus, The Play joue un tour au monde de l'art en jonchant le sol de rondins de bois, rendant la visite acrobatique. Pandémie oblige, le fondateur de The Play est bloqué à Osaka. Pour pouvoir répondre à nos questions, il s'est acheté une webcam. Sympa. Dis donc, Keiichi, tu voulais qu'on se fasse un limbago en se faisant ton expo? Normalement, c'est une exposition de documents qui témoignent des travaux qu'on a accomplis pendant plusieurs dizaines d'années. Mais pour nous, il ne s'agit pas juste de montrer ces documents. On cherche toujours à superposer des idées pour aboutir à quelque chose d'autre. En 1945, Keiichi Ikemizu a 8 ans lorsqu'il perd son père au front. Sa mère élève seule ses 4 enfants. À la fin du lycée, ses 3 frères aînés financent ses études et Keiichi entre à l'université d'Osaka pour devenir professeur d'art plastique. En 1960, il commence à enseigner et 4 ans plus tard expose sa première œuvre, Cage, dans laquelle il met derrière les barreaux différents objets du quotidien. L'année suivante, Keiichi investit l'espace public en se coffrant lui-même dans cette performance intitulée Homo sapiens. J'avais des amis qui étaient aux Beaux-Arts et ils étaient obligés de s'inscrire dans le groupe de tel ou tel professeur. Même après leurs études, ils devaient encore leur demander la permission pour organiser une exposition. Nous, comme on était censés devenir des professeurs d'art, ça n'était pas les mêmes enjeux. On n'était pas soumis aux mêmes contraintes. Durant les années 50, la création artistique japonaise tourne le dos à l'académisme. Des groupes tels que le Gutai innovent et revendiquent un art plus concret à travers des performances inédites. Dans les 60s, chahutés par les conflits sociaux, des artistes s'emparent de la politique comme le High Red Center, qui multiplie les actions sauvages dans Tokyo. Plus dans l'absurde, Ikemizu et 12 autres artistes négocient avec la mairie de Kobe en août 67 l'occupation d'un jardin pour monter la First Play Exhibition aux aires de parc d'attractions. Pour Keiichi, c'est l'occasion d'étraîner son installation Skydiving, composée d'un plongeoir de 4 mètres et de matelas pour amortir la chute.
Les visiteurs se jetaient de là-haut les uns après les autres. Moi aussi, bien sûr, j'en ai profité pour sauter. En participant, on se sentait ensemble. On abolissait la frontière entre l'artiste et le public grâce à une œuvre d'art. Enthousiasmés, Keiichi et ses collègues décident alors de créer le collectif The Play. En août 68, leur premier fait d'armes, intitulé Voyage Happening in an Egg, consiste à larguer en pleine mer un œuf géant de 3 mètres sur 2 pour le laisser dériver, potentiellement jusqu'aux États-Unis. La bande de joyauderie n'attend pas le résultat pour enchaîner les actions déroutantes. L'année suivante, alors que le premier homme s'apprête à marcher sur la Lune, les membres de The Play embarquent sur une flèche géante en polystyrène. Un des membres de The Play fabriquait des flèches, mais elles étaient toutes petites. Un jour, il a proposé de faire flotter plusieurs de ces flèches. Après réflexion, on s'est dit qu'au lieu de ça, on pourrait fabriquer une énorme flèche plutôt que des petites. Et quitte à faire flotter une flèche géante, pourquoi ne pas embarquer dessus? Nos idées sont toujours partagées, c'est jamais l'idée d'un seul. En fait, tous nos projets sont des couches d'idées superposées. Un pour tous, tous pour l'art. Ce pourrait être la devise des mousquetaires du happening qui, depuis le début de leurs aventures, s'affranchissent des règles en la jouant collectif. Grâce à l'absence de hiérarchie et à la liberté de participation, The Play est devenu un rendez-vous annuel aux aires de colonies de vacances. Quand le collectif est invité dans les musées, ça déménage. En 73, pour la Biennale de Kyoto, ils bâtissent un pont de 30 mètres au milieu de l'expo qu'ils utilisent ensuite au-dessus d'une vraie rivière. 9 ans plus tard, le groupe étale une carte à l'échelle 1:1, soit grandeur nature, de quoi remplir 3000 m². Et dans ce musée d'art moderne, The Play démonte une fenêtre pour l'exposer à l'intérieur. Sportif. L'avantage, c'est que le mot « play », jouer, peut aussi bien être employé dans le théâtre que dans le sport. C'est très intéressant que le sens ne soit pas trop spécifique. Ça nous permet de faire entrer plein de choses dans notre art. Hey, Rico. Hey, girls. Wood delivery for you. Thanks, Rico. Thanks. Yeah. Hey, ladies, what are you doing here right now? It being such a hot winter, there's more chances of a forest fire in a hot winter than if it was a cold winter. Hi there. My name is Ralph, and I just got this camera. Du found footage, que nenni, c'est VHS, un film entièrement tourné aujourd'hui en VHS par l'américain Jack Henry Robbins. Son pitch, en 87, Ralph, 12 ans, découvre le caméscope de ses parents et filme la télé et autour de lui. Petit hic, la cassette sur laquelle il enregistre ses images n'est pas vierge, c'est celle du mariage de ses parents. What's so funny? Ralph, did you put a tape in that? Yeah, Was it blank? I think so. If you find this video, you're probably dead. Né en 89, Jack Henry n'a rien connu des 80s. Durant cette décennie, il n'était qu'une étincelle dans l'œil de ses parents. Les acteurs Suzanne Sarandon, star de Thelma et Louise, et le premier rôle de l'échelle de Jacob, par ailleurs producteur, Tim Robbins. Il lui offre son premier caméscope à 12 ans. Touché par le virus de la réalisation, Jack fait des études de cinéma et tourne la comédie Opening Night en 2016 et un documentaire sur les 13th Floor Elevators 2 ans plus tard. J'ai grandi dans le monde du cinéma et de la réalisation, donc c'était quelque chose qui me semblait possible.
Je me demande à quoi ressembleraient mes films si mes parents avaient été musiciens ou bien ouvriers. Les années 80 recréées par Robbins racontent l'irruption de la home vidéo dans les foyers américains. Bien avant les réseaux sociaux et YouTube, tout le monde filme ses propres délires. Fitness, porno ou téléachat, c'est l'ère du grand n'importe quoi. And these are magnificent. Take a look at these baggies right here. You know what is one thing that I'd like to put in them, Cheryl? Tell me. Sugar. I like to put sugar in them. I go down, I get my morning cup of Joe. Yes, he does. And I want just the exact amount of sugar. On avait de superbes décors. Et quand on a vu les photos du plateau, je me suis dit, mais pourquoi on filme pas ça en digital? Mais il y avait quelque chose de nostalgique et de personnel dans la texture de la VHS. Et c'est ça que je voulais explorer. Les thèmes qu'on aborde, comme les pornos et tout le reste, ont été tournés à l'époque en VHS. C'est génial, tellement c'est mauvais. Et ça a de la personnalité. J'aime cet équilibre et puis, j'en parlais avec mon équipe, il n'y avait jamais eu un film tourné en VHS dans l'intention d'être projeté en digital sur les écrans de cinéma. C'est en 2018, armé de 6 caméscopes VHS et Betacam et d'un budget de 250 000 $, que Jack Henry se lance dans le tournage de VHS, qu'il scénarise et qu'il passe 1 an à monter. Les acteurs se donnent à fond pour recréer ce monde qui n'a jamais existé que dans la tête de Jack. Chaque caméra avait sa propre personnalité, ses avantages et ses inconvénients. L'une d'elles ne pouvait pas zoomer correctement. L'autre était nulle en matière d'éclairage. Mais on en avait une qu'on avait surnommée la vieille fidèle, qui était la plus fiable et qui n'a jamais posé de problème. Un petit problème d'enregistrement une fois, mais c'est tout. C'est un énorme risque et c'est terrifiant quand des journées entières de tournage sont enregistrées sur une petite cassette. Mais on s'est adapté et on a modernisé une caméra qui n'était pas faite pour ça du tout. At Oil Corp, we have our own scientists who will say and do whatever we want. Scientists! Hello. Do you have a question about science? You are cute. I've never met a scientist before. My friends are scientists as well. I'm a scientist. I'm a scientist. Scientists, show the intern your data. À l'époque, tu touchais pas grand monde quand tu faisais des VHS avec tes potes. Il n'y avait pas de « qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Ça n'existait pas. C'était plus privé. J'ai trouvé des cassettes dingues en dehors de celles de ma famille. Des trucs vraiment bizarres. Des dessins animés réalisés dans des salles à manger, des exercices d'aérobic avec des assiettes. Des trucs de dingue. Du yoga pour chats. Parce que tout le monde avait un caméscope VHS. Et c'est d'un seul coup transformé en réalisateur. C'est ça qui est génial. Ces images, je suis tellement heureux qu'elles existent. I believe the home VHS camcorder is the beginning of something very frightening. One day we all could have mini VHS cameras in our pockets or built into the very fabric of our t-shirts. One day the real world will exist to be filmed. People will die filming themselves falling off cliffs. The birth rate will seemingly increase, then collapse completely. Nations will elect celebrities into political office. The whole world will go hungry as farmers ignore their crops while they're filming their cows. I believe this is the beginning of the fall of mankind.
Marion, notre journaliste nocturne, a rendez-vous à Berlin avec un duo de cuistots nippons des sons. Waqwaq Kingdom injecte du footwork, l'électro-frénétique de Chicago, du dancehall ou encore de la techno dans son minyo, une musique traditionnelle japonaise connue pour la sophistication de ses chants. Ok, c'est bien beau tout ça, mais ça veut dire waqwaq. Waku. Waku waku en japonais, ça veut dire passion. Un truc excitant. On dit toujours La chanteuse Kiki Hitomi et le producteur Shigeru Ishihara forment Waqwaq Kingdom en 2015 avec une idée en tête, renouer avec l'histoire ancienne de leur pays. Dans des clips comme celui-ci, nommé Esaka Oisa, ils rendent hommage au Matsuri, les cérémonies traditionnelles du Japon, qui honorent les divinités Shinto. Tu dois aller de l'avant en criant « Esaka Oisa ». Tu te mets à crier et tu t'arrêtes plus. Bien sûr que la vie est putain de difficile, mais de cette manière, la punition est moins lourde. Tu la ressens moins. Tu cries du plus profond de ton être « Avance ». Persévère. Quand t'es gamin, tu te dis « Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Oh pardon, je devrais pas jurer. Kiki quitte son Japon natal pour Londres en 92. Shigeru, lui, arrive 8 ans plus tard pour étudier l'anglais. Kiki passe son diplôme de graphiste, devient illustratrice pour une marque de skateboard et chante en parallèle dans King Midas Sound, un des groupes de Ninja Tune. Baignant tous les deux dans la scène dubstep, ils se rencontrent dans une fête il y a 15 ans. Hitomi est né en 72 dans la banlieue d'Osaka. Son père, contrebassiste de jazz, cache ses origines coréennes par crainte du racisme. Elle ne les découvre qu'à 17 ans. Il y a beaucoup de discrimination au Japon. Et c'était encore pire avant, dans les années 70 et 80. Je n'en revenais pas d'avoir été élevée comme ça, dans le mensonge. Ça me fait pleurer. Tout ça à cause du racisme. Tu veux faire une pause? Oui. Ça va? Fais une pause, fais une pause. Ça va. Dis quelque chose de stupide, s'il te plaît. Tu veux une blague? Ok. Toutes ces cicatrices, après j'en ai fait un truc positif. À Londres, Higeru se fait connaître en 2003 sous le nom de DJ Scotch Egg. Un projet d'expérimentation 8 bits et breakcore où il se donne à fond. Quand il déménage à Berlin en 2011, une nouvelle passion fait basculer sa vie, l'okonomiyaki. Ce que vous aimez griller en français. C'est l'omelette japonaise qu'il se met à cuisiner sur les marchés, dans un food truck. Quand tu vends des okonomiyaki sur les marchés, c'est une ambiance familiale. Fini la musique de dingue. À ce moment-là, j'ai réalisé, et c'était un bon point, que je voulais faire de la musique dans cet esprit. Avant, c'était plus... Mais quand je vends des crêpes japonaises, c'est de la nourriture. Si c'est bon, ça plaît aux enfants, ça plaît aux plus âgés, ça plaît à tout le monde. Alors je me suis dit, merde, en fait, je vais faire pareil avec ma musique. En octobre dernier, l'église de Tabor, dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, héberge la 3e édition du Dice Festival. Pour l'occasion, Kiki, aujourd'hui installée à Leipzig, a fait le voyage.
Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, bobine géniale.